Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béron Matonda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. 1 dollar vaut 2864,5 552 francs congolais. 1 euro équivaut à 3271,8 823 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,9 880 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 160,2 930 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2830 francs congolais, 1 euro vaut 2951 francs congolais et 1 franc CFA vaut 4,4 francs congolais. Et quel est le coût des principales matières d'exportation du pays? Eric, la tonne du cuivre a connu une baisse. Elle coûte 9 643 $ américains contre 9 682 $ américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une hausse. Il coûte 33 730,73 $ américains contre 33 598,85 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 373,18 $ américains contre 3 271,54 $ américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 62,77 $ américains contre 62,92 $ américains la semaine passée. Une tonne de cacao est vendue à partir de 9 775 $ américains contre 9 634 $ américains la semaine dernière. Merci Béron Matonda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La guerre à l'est de la RDC dure depuis 4 ans. L'essentiel des recettes ont été affectées au secteur de défense. Quel est l'impact de cette action sur l'économie congolaise? Jeudi Économie reçoit pour vous le président du conseil d'administration de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique. Professeur Florent Mouteba, bonjour. Bonjour Eric. Le budget du secteur défense en RDC est en croissance depuis 2021. C'est logique, d'après vous? Nous sommes en guerre. Mais le problème, ce n'est pas que le budget soit élevé, parce qu'il s'agit de libérer les territoires nationaux et les soustraire d'un risque de balkanisation. Mais le problème, c'est que ce budget a été rationnellement utilisé. Parce que nous voyons qu'au moment où la guerre prend une allure très très importante, c'est-à-dire avec la chute de Goma, puis la chute de Bukavu, on ne voit pas où est parti cet argent. Parce que le Rwanda arrive et se trouve en face du vide. Allez, il y a un des responsables financiers du pays qui me dit, vous savez, on a pris à la GECAMIN, on a pris à beaucoup, donc on est arrivé à presque 3,8 milliards. On a retiré à gauche à droite. Mais cet argent est passé où? Vous voyez, donc c'est ça les grands problèmes. Il y a un problème au niveau de la qualité de la dépense. Mais la dépense a toujours été ici irrationnelle. L'irrationalité devient dramatique lorsqu'il s'agit de la guerre. Cet argent a été détourné à gauche, à droite, dans des achats d'armes inefficaces, des rétrocommissions. Ça a été cela. Il y a un problème de contrôle, on n'a pas contrôlé. Mais il n'y a pas. Les contrôles, vous savez que c'est la fonction au sein de l'État congolais qui est la plus faible. Et qui contrôle? L'IGF, la Cour des comptes, la CNRF, qui contrôle? Le Parlement? Il n'y a pas de contrôle. On ne peut pas contrôler les dépenses du secteur de la défense. On peut pas contrôler. Bien sûr qu'on peut contrôler, on doit contrôler. Ça vient du budget de l'État. C'est l'argent public. On ne peut pas le dire, mais on doit contrôler pour que ce ne soit pas gaspillé comme on a vu dans ce cas ici. Mais on a l'impression que c'est secret défense, les dépenses de l'armée. Même si on n'en parle pas au grand public, mais quand même, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, la CNRF, ces institutions-là de contrôle, elles doivent savoir où est passé l'argent. Le Parlement,
Ce n'est pas le grand public. Donc on ne peut pas dire, voilà, non, secret défense, non, secret défense, c'est-à-dire, ne regardez pas, nous on détourne, c'est ça. Non, non, non. Par rapport au budget affecté à l'armée et le matériel acquis, il y a un grand écart. Mais il n'y a rien. Attendez, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on a libéré même 1 millimètre carré du territoire occupé? Quelle est la riposte congolaise depuis 5 mois aujourd'hui? Mais rappelez-vous des paroles de Nicolas Kazadi, qui est venu confirmer tout ce que l'ODEP a toujours dit. Avant que le projet ne commence à être exécuté, nous partageons l'argent. L'ODEP a parlé de ces 3 milliards 800 millions depuis longtemps, mais Kazadi est venu dire où ça va. Elle dit non, on se partage. Quand on dépense par exemple 500 millions de dollars ou 800 millions de dollars pour le secteur de défense, est-ce que le secteur de l'investissement doit être bloqué aussi? Mais bien sûr, il est bloqué parce que, allez, imaginez-vous, 3 milliards 800 millions, aujourd'hui ça doit être plus. Le mieux, c'est de le faire en termes, par exemple, de comparaison. Vous vous rappelez qu'en 2022, en octobre 2022, le président de la République est parti à Londres pour chercher 30 ou 33 millions de dollars pour la construction d'une usine donc, de fabrication de batteries électriques au Katanga. Et 3 milliards 800 millions sont dépensés comme ça. On va demander aux investisseurs étrangers de venir. Mais l'argent du pays va où? Le pays ne peut plus faire des investissements publics lui-même, des entreprises publiques, etc. Il ne peut pas. Il peut même participer à de joint ventures. Il peut. Mais seulement, l'argent du Congo, sa destination, ce sont les poches, les comptes en banque à l'extérieur. Et donc, c'est le partage. Cet argent peut effectivement être utilisé parce que 33 millions, c'est quoi? 33 millions, on peut les avoir même. Vous savez, au Kivu, là, vous avez des Congolais qui sont très forts en investissement. Il y a ces grands hôtels donc, au bord du Grand Lac, là, qui est des niveaux de l'hôtel du fleuve. Mais c'est fait en autofinancement par un jeune Congolais. Des joint ventures entre les investisseurs congolais et l'État congolais, elles peuvent se faire à des niveaux même qui peuvent aller dans les 100 millions et au-delà. Même en temps de paix, la défense doit avoir un budget important. Oui. Parce que c'est autour de 10 milliards de dollars de recettes mobilisées par le Congo chaque année, 1 milliard par an, ouais. Ce n'est pas la mer à boire. Non, c'est-à-dire qu'il y a les charges récurrentes de l'armée. On peut évaluer pour voir, pour une armée comme la nôtre, ça peut être combien. Et mais au-delà de ça, il y a l'effort de guerre. C'est dans l'effort de guerre qu'on a mis beaucoup. On a pris à la GECAMINE, on a pris à beaucoup d'autres structures ici. L'argent qui était destiné peut-être à l'agriculture a été affecté vers l'armée, à l'éducation, etc., etc. Et donc, c'est là où, dans cet effort de guerre, il y a beaucoup d'argent qui aurait pu être utilisé utilement dans l'investissement. Prenons 1,5 milliard d'efforts de guerre. Vous prenez ça et vous divisez par le nombre d'écoles. L'approche comparative, c'est là où vous allez voir combien on a perdu. Vous voyez ici, par exemple, les petites et moyennes entreprises, les PME congolaises, elles ne trouvent pas facilement de financement. Mais avec 1,5 milliard, par exemple, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire en appuyant des PME agricole, agro-industriel et tout, dans tous les domaines. Bien sûr, ça a un impact. Ça a un impact, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé correctement pour investir, pour accompagner le secteur productif. Évidemment, pas des investissements ridicules comme cette histoire de montage d'autobus limité dont on ne parle même plus, qui était une répétition de montage automobile de l'époque de Mobutu, qui n'ont rien donné. Parce que c'était des mauvais choix en matière d'industrialisation. L'industrie automobile doit avoir ses propres bases nationales de production de pièces. La loi sur la programmation militaire prévoit un budget annuel d'1 milliard. Ouais. Donc de 2022 à 2025, 1 milliard par an. Ça veut dire que l'armée a déjà son budget, les autres secteurs ont également le leur. Donc, le secteur d'investissement, si c'est 40%, ça, on va respecter parce que chaque secteur a son budget. Est-ce que ces fonds ont-ils été complètement déboursés aussi? Parce que prenez par exemple dans l'agriculture. Depuis un temps, on nous parle d'un budget d'agriculture de presque 1 milliard chaque année. Vous savez combien est exécuté? 2%, 2,5%. Les 97% qui restent, ça va où? C'est ça qui va grossir les dépassements budgétaires des institutions de l'État, la présidence, la primature. Vous vous rappelez en 2023, Nicolas Kazadi, en train de faire de présenter la loi sur la reddition des comptes au Parlement, va annoncer qu'il y a 33 structures et organisations, institutions qui étaient en dépassement budgétaire.
dont son ministère qui était à 190, et même la Cour des comptes était un dépassement budgétaire. Mais ces dépassements, ça vient d'où? Ça vient de ce qu'on ne donne pas aux autres. Il y a une question essentielle, c'est d'étudier à fond les budgets de la défense, c'est-à-dire ce qui est visible et ce qui ne l'était pas. Vous savez, il n'y a pas eu que ce qui était dans le budget de l'État, il y a eu aussi des apports qui sont venus de la GECAMINE et autres pour venir compléter ça. Une enquête approfondie devrait être faite, mais bon, peut-être après la guerre. On fait souvent une analyse dans l'armée, ce qu'on appelle analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Ouais. Pour la RDC, cette guerre devait être également une opportunité pour développer son industrie militaire. On a la Fridex. On a vu ça avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la RDC aurait dû profiter pour également renforcer son industrie militaire. Nous avons au sommet de l'État des dirigeants qui n'ont pas de vision pour le développement du Congo. Vous vous rappelez, la Deuxième Guerre mondiale a permis à l'Allemagne et même à la Russie aussi d'avoir une industrie lourde, une industrie militaire, etc. Mais parce que ce sont des gens comme Lénine ou Staline, on peut en dire ce qu'on veut aujourd'hui, avaient une vision pour le développement de la Russie. D'ailleurs, après la guerre, ils seront la deuxième puissance politique, économique mondiale, la Russie. L'Allemagne aussi, l'Allemagne nazie a développé son industrie sérieusement. Mais parce que malgré ses défauts, Hitler était un visionnaire. Hitler n'a pas laissé une fortune. Dans ses comptes, Hitler a laissé par contre un tissu industriel, même si c'était un nazi, mais il a laissé ce tissu industriel. Mais ici, chez nous, vous pensez qu'il y a une vision de développement industriel ou de développement tout court? Il n'y en a pas. Parce qu'effectivement, comme vous dites, s'il y avait cette vision-là, oui, il y a des armes, même des petits calibres, qu'on aurait pu déjà fabriquer ici chez nous. On aurait pu installer une industrie de création d'armement ici chez nous. Mais ici chez nous, pour industrialiser le Congo, on va toujours tendre la main à l'étranger. Mais tous ces millions qui sont détournés, ils vont où? Dans les poches des gens. Mais aujourd'hui, peut-être la parade, ce sera peut-être ce deal mine contre soutien sécuritaire et diplomatique. Ce deal va peut-être permettre de corriger certaines choses. La gestion sera plus orthodoxe au niveau de l'armée. Mais d'abord, ces deals. Est-ce qu'on fait des deals sur la base des minéraux, des richesses, des bases qui ne sont pas évaluées de manière scientifique? Parce que vous voyez, c'est un grand projet. Qui a étudié ce projet? Est-ce qu'aujourd'hui on sait quelle est la quantité de minéraux qui seront donnés aux Américains? Qui le sait? On ne le sait pas. Vous savez, un projet aussi petit soit-il doit faire l'objet d'une analyse en profondeur financière et économique. L'analyse financière, c'est de voir, bon, en tant qu'entrepreneur, je vais gagner combien? L'analyse économique, c'est de dire, en tant qu'État, le Congo va gagner combien? Et en économie, il y a 4 agents de la collectivité nationale. C'est d'abord l'État, les ménages, les entreprises donc, qui sont dans la sous-traitance, et puis l'extérieur. Il y en a 4. L'analyse économique permet de voir, par exemple, dans un projet comme ça, qu'est-ce que ces 4 agents de l'économie nationale, la collectivité nationale, vont gagner? Qui a fait cette étude? Vous voyez, donc, on part sur des bases primaires. On a accusé Mobutu de beaucoup de choses. Mais rappelez-vous, qui en Afrique, à l'époque, à part les pays comme les pays communistes, mais qui a pu nationaliser l'outil de production d'une multinationale comme l'Union minière du Haut-Katanga? C'est Mobutu. Mobutu n'était pas dans la logique des données sans compter et aveuglement, non. Maintenant, nous sommes tombés dans la logique de données sans compter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un projet économique derrière. Il n'y a pas une vision de développement économique derrière. Il y a une seule vision, c'est « Ah, moi, je ne vais pas quitter le pouvoir ». On va certifier, vous demandez la certification, mais c'est tard, nous sommes en plein dans l'accord. Il faut peut-être aller certifier de manière superficielle les richesses. Non, nulle part dans un monde moderne, vous ne trouverez pas ce genre de deal. Vous vendez vos richesses, votre avenir, vous les vendez à vil prix. Parce que derrière là, il n'y a pas un objectif de développement industriel. D'abord protéger nos frontières et puis développer l'industrie minière avec 500 milliards de dollars américains qui seront investis au Congo. Ça va booster l'économie. Mais qui a démontré ça? C'est pour ça que j'insiste sur le côté technique et scientifique fiable de cet accord. Les sous-bassements, où est-ce qu'il est? Qui démontre la liste des industries étudiées, dont la faisabilité a été donc faite et tout, qui entrent dans les 500 milliards prochains qui vont venir pour pouvoir donc être utilisés de manière rationnelle. Il n'y a rien.
Ça peut se faire sous le parcours, puisque ce deal est intervenu pendant que la RDC était en guerre. Ce deal, à partir du moment où la guerre donc était prévisible, ce deal aurait dû être pensé depuis 2020, même 2019, 2021. Depuis, les Congolais auraient eu même le temps de préparer un tel deal. Mais c'est parce qu'on ne prévoit rien. Est-ce que vous savez à quel point aujourd'hui nous sommes infiltrés par les Rwandais dans tout, n'est-ce pas? Vous pensez que cette infiltration n'a pas été préparée par les Rwandais? Ils l'ont préparée. Et aujourd'hui, dans les cabinets de M. Kagame, on ne trouve même pas un jeune Congolais, un jeune garçon ou fille, mais infiltré dans les cabinets de Kagame. Mais vous savez combien il y en a chez nous? C'est plein de Rwandais dans son entourage, infiltrés par les Rwandais. L'infiltration coûte des moyens, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on dit non, nous allons infiltrer les Rwandais, ça veut dire qu'il faudra, par exemple, commencer chaque année à débourser 100 millions de dollars pour préparer des jeunes Congolais à aller investir l'économie ou la population rwandaise. Même l'M23 n'a pas été infiltré. Vous imaginez ça? Et une telle infiltration aurait permis même des éliminations physiques. Mais avec le deal aujourd'hui, les choses peuvent... Mais le deal, vous avez 3 milliards 800 millions, mais le deal amènera aussi des milliards qui vont se partager. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la structure qui va servir de partage, vous avez suivi vous-même l'ordonnance. Regardez cette ordonnance. Elle est pleine de collaborateurs de la présidence. Ce qu'on a reproché récemment à la commission qui a géré la révision du contrat SICOMINE. On leur a reproché d'avoir empoché 33 millions. N'est-ce pas? Ils se sont partagés, etc. Mais ça, c'est déjà préparé avant. Vous voyez? Donc, ça ne sera pas 33 millions, ce sera plus que ça. Vous voyez? Donc, et tout ça est préparé. Mais le projet lui-même, le deal lui-même, techniquement, on ne voit pas de soubassement technique. Mais il n'est pas mauvais, un deal comme ça. Quand il n'est pas préparé, il est mauvais, automatiquement. Vous ne pouvez rien en entendre. Les autres, les Américains, ils ont bien préparé ce qu'ils vont avoir. Et ils ont sous-estimé tout ce que nous, on pouvait avoir. Ça, c'est clair. Parce que tu ne peux pas me dire aujourd'hui que l'Amérique est un pays qui, dans l'histoire du Congo, nous aime. Les États-Unis étaient avec nous durant la guerre froide. Ils ont d'abord commencé par assassiner presque tous les nationalistes. Patrice Lumumba, quand ils ont vu qu'il était un danger pour la défense des intérêts du Congo, on l'a assassiné. Mais avec lui, il y a beaucoup d'autres qu'on ne cite pas. On a proclamé par exemple Mzee Kabila héros national. Mais à côté de Pierre Moulele, Mzee Kabila n'était rien. Il y a un seul qui a pu, un des principaux, qui a pu échapper, c'est Antoine Gizenga, mais parce qu'il est resté longtemps en exil. À Moscou, il est resté longtemps en exil. Mais il y a un investissement américain aussi. Takefu Gourmet, c'était américain. Non, moi, les Américains peuvent investir. Mais le problème de ces investissements, c'est quoi? C'est-à-dire même la commission des investissements chez nous ne fait jamais des études alternatives pour critiquer les projets qui viennent de l'extérieur. Je reviens toujours au schéma. C'est-à-dire qu'un investissement, on doit en savoir la rentabilité financière et économique. Mais vous rappelez de la SICOMINE, non? C'est récemment qu'on a découvert que la SICOMINE était une catastrophe. Qu'on avait perdu 17 milliards en 15 ans. 17 milliards sont allés dans les poches des Chinois. Mais que nous, le maximum qu'on a pu avoir, c'était dans les 300 ou 350 000. En 15 ans, 350 millions. En 15 ans. Et c'est dans ce contexte que vous suggérez un dialogue national inclusif. Pourquoi? Le dialogue, parce que seul les gouvernements issus d'un tel dialogue pourraient mieux prendre en charge un tel projet ou les refuser. Dans notre modèle de dialogue, 145 territoires de la RDC seront impliqués. 26 provinces seront impliquées. Je dis bien 26, vous voyez, je n'exclus pas les deux autres, hein, parce que les deux, Kabila qui est de l'autre côté là-bas, il doit autoriser ce dialogue. Il doit autoriser qu'à Goma, Bukavu, dans les territoires, n'est-ce pas, que ce dialogue se fasse. Parce qu'à la fin du dialogue, le livre blanc produit va être mis sur la table d'une table ronde politique. Elle vient juste après les dialogues citoyens. Donc, dans chaque province, dans chaque territoire, il y aura un dialogue. Oui, chaque province. Disons territoire, on va souplir. C'est-à-dire que dans chaque territoire, il y aura des sortes d'ateliers sortes. Mais le dialogue aura lieu, dans les dialogues provinciaux, aura lieu avec des délégués qui viendront des territoires, peut-être 10 par territoire ou 20, pour faire ce dialogue. Quand ils l'ont fait, en 2 semaines, terminé, ou un mois, tout est amené maintenant au dialogue national, où tous les Congolais venus de partout, dans un nombre qu'on va voir réduit, vont se réunir. On va faire en sorte qu'il n'y a pas plus de 500 délégués. Mais rappelez-vous la CNS, on était plus de 2000, 2500. Non, on va faire donc un schéma réduit. Mais où chaque province
aura amené ces problèmes. Les problèmes ne sont pas seulement au Kivu, les problèmes sont aussi ailleurs. Ce n'est pas seulement les problèmes des politiciens, de la classe politique qui nous a montré ses limites. Non, c'est le problème de tous les Congolais. C'est ça. Est-ce que vous savez que moi j'ai été appelé pour aller te consulter? J'ai refusé. J'ai été invité. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que c'est pas ça la forme du gouvernement d'union nationale qui peut résoudre les problèmes du Congo. Oui, vous pouvez y aller également pour expliquer ça en face à M. Ebirandé. Je lui ai expliqué, enfin, je veux dire, il a lu des documents de l'ODEP, voilà quoi. Je ne pouvais pas y aller, pourquoi? Il n'y avait pas que le refus de pactiser avec une telle aventure. C'est aussi le fait que, comme vous le savez, depuis septembre ou octobre de l'année dernière, je suis l'objet des harcèlements judiciaires. C'est à qui la faute? Mais à vous, c'est à vous la faute. Pourquoi? Vous avez publié un rapport avec des salaires qui ont été contestés. Qui sont vrais. Qui ont été contestés. Qui sont vrais. Contestés parce que ce sont des égoïstes qui ne veulent pas reconnaître les fautes. Les salaires qui les reconnaissent, c'est quoi? C'est 65 000 $ par mois. Ça, c'est peu. Parce que ce qui les nie, c'est les 400 000. Mais nous n'avons pas dit qu'ils avaient 400 000 tous les mois. Nous avons dit qu'il y a des mois où ils arrivaient à 400 000. Par exemple, janvier 2024, ils ont reçu chacun 430 000. Après, il y a eu d'autres avantages qu'ils recevaient. Tantôt 200 000, tantôt... Oui. Vous êtes capable de prouver ça devant. Mais j'ai les documents, d'ailleurs, je ne peux pas déjà annoncer ça comme ça, mais j'ai les documents. Nous avions publié un rapport, Eric. Donc vous n'êtes pas inquiet lorsque vous êtes invité au niveau de la justice? Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui, ils ont réussi à me mettre en prison? Parce que nous disons la vérité. Mais je vais vous assurer d'une chose. Tout ça est connu au sommet de l'État. C'est quand la commission des Bérandes m'a appelé, je ne suis pas allé. C'est le lendemain qu'on m'a de nouveau convoqué. C'est une forme de chantage. Et cette forme de chantage est une méthode qui est très chère au régime actuel. Moi, je suis torturé comme ça, stressé, parce qu'on veut quoi de moi, ou que je dise du bien, ou que je ne... Bon, moi, je ne fais que... Vous savez, tous les rapports, vous les connaissez, ils sont objectifs. Hier, nous avons publié un rapport sur les scandales au ministère de l'économie, lorsque Kamer était là, et qu'il a licencié plus de 500 agents de manière tout à fait injuste du cadre de concertation donc économique et sociale. Ça aussi, c'est faux. Qu'on regarde, qu'on nous dise. Parce que les informations, même de l'ARPTC, on les a eu de qui? Des agents de l'ARPTC. Vous ne sortez que le négatif. Le positif, vous ne sortez jamais. Non, parce non, que généralement, dans vos rapports, c'est souvent vous attaquez. Mais... J'ai félicité le président de la République d'avoir restauré les patrouilles financières. À ma demande. Pourquoi vous ne voyez que il n'y a que ça. On peut les compter du bout des doigts. C'est 2, 3, 4 citations. mais parce que sur 10, il n'y a que 1 ou 2 faits positifs. S'il y en avait 5, je dirais qu'il y en a 5. Revenons à Nicolas. Nicolas est quelqu'un pour qui je n'avais aucune sympathie par rapport à ce qu'il faisait. Je peux vous avouer qu'aujourd'hui, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de sympathie pour Nicolas, pour les gestes qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a confirmé vos enquêtes? Mais bien sûr. Vos rapports? Mais bien sûr. Nicolas, vous savez, Nicolas Kazadi, beaucoup de gens ne connaissent pas son CV. Quand on voit le CV de Nicolas, ce qu'il a fait n'est pas à la mesure de son parcours. Ce qu'il a fait avec le régime. Nicolas a fait beaucoup de bonnes choses par le passé, au niveau international, au PNUD, etc., etc. Mais ce n'est pas ce Nicolas qu'on a vu à l'œuvre au ministère des Finances. Mais aujourd'hui, qu'il revienne à la raison, en disant, c'est regardant, dit, mais c'est moi qui a dit, oui, notre. Non, je dois me réhabiliter aux yeux du peuple congolais. Et il l'a fait. Moi, je ne peux pas, à moins que je ne sois pas le Mouteba que vous connaissez, c'est-à-dire quelqu'un d'objectif, je ne peux pas ne pas saluer cette confession solennelle de Nicolas devant le peuple congolais. Je lui dis, continue, parce que déjà le peuple congolais commence à te regarder avec un peu plus de sympathie. En tout cas, moi, je dis une faute avouée est à moitié pardonnée. Il sera mis en examen. Par exemple, on dit que il a dévoilé des secrets d'État. Les secrets d'État, c'est le vol. C'est ça le secret d'État.
Le secret d'État, si Kazadi avait dit que vous savez, nous avons infiltré le Rwanda, des 1000 jeunes formés, etc. S'il a dit, il dit ça, il mérite la mort. Mais si Nicolas Kazadi dit non, nous sommes des prédateurs. Quand l'argent arrive, nous les partageons, n'est-ce pas? Donc quand Nicolas dit ça, ça devient le secret d'État. Non, écoutez, je pense qu'il a fait qu'il continue. Moi, je pense que c'est bien qu'il continue. En tout cas, l'ODEP est prêt à l'accueillir, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est comporté comme un militant de l'ODEP. Alors, professeur, quels sont les résultats attendus de ce dialogue national inclusif? J'attends... Non, voilà, le schéma, si vous voulez, voilà, le schéma nous amène 145 territoires aux provinces jusqu'à Kinshasa. Mais aussi, il y a aussi les sectoriels. C'est-à-dire les différents secteurs ministères, etc., vont aussi faire leur soft, n'est-ce pas, leur analyse. Et après, nous allons faire une consolidation de ces analyses qui vont donner la revue fonctionnelle des territoires, des provinces, la revue fonctionnelle des ministères, etc., etc., des entreprises, des universités, etc. Alors, avec ça, nous allons avoir un document que nous appelons toujours livre blanc, qui va montrer les diagnostics. Quel est-il aujourd'hui? Depuis 60 ans, on en est où aujourd'hui? Et de l'autre côté, des solutions. Parce que nous allons recourir à la communication Internet, etc., pour consulter aussi la diaspora. Et donc, après ça, ces documents, après ce dialogue national, je dirais, citoyen, deuxième phase, c'est la table ronde politique. La table ronde politique, pour ne pas écarter les acteurs, bon, il y aura bien sûr les acteurs politiques, mais il y aura aussi les représentants des communautés de base. Ils seront dans cette... Alors c'est de là que va déboucher un plan, même de 5 ans, qui va nous permettre de redresser les Congos de manière politique, sociale, et donc qui va déboucher sur un gouvernement d'union nationale. Ça va aboutir au changement de la Constitution aussi. Bon, il est évident que les rapports du dialogue national vont certainement aborder cette question. Mais il ne sera pas de manière intéressée par un régime qui veut s'éterniser, mais il sera de manière rationnelle, en disant notre Constitution, ça fait depuis 2006, aujourd'hui 20 ans, est-ce qu'elle a fonctionné comme il se doit? Est-ce qu'il faut une révision dans certaines de ses dispositions? Je pense qu'il n'y a personne qui pourra donc refuser cela. Oui, donc, on pourra la revoir, monsieur, la base de la volonté de tous les Congolais. C'est en fait une conférence nationale souveraine bis. Bis, allégé, mais à l'époque, la conférence nationale n'avait pas eu ce processus-là. Tout est venu se faire à Kinshasa. Alors que il y avait plus de politiciens qu'autre chose. Alors qu'ici, nous allons prendre, les gens viendront des territoires au fur et à mesure, parmi lesquels il y aura quand même la société civile, toute une série les églises, les mouvements des jeunes et des femmes, etc. Tous ces gens seront consultés à la base, dans les territoires, dans les provinces et à Kinshasa. Et donc, c'est la seule façon, parce que la crise, elle est multiforme. La crise, elle touche tout le monde. On ne peut pas dire que monsieur tel, la classe politique là, dont nous avons vu les actes, n'est-ce pas? Que ce soit dans l'équipe passée ou aujourd'hui, on a vu tous les côtés négatifs de leurs actes, de leurs décisions politiques, de leur politique publique. On a vu ça. On a vu aussi quelques bonnes choses. Allez, prenons par exemple les cas de celui qu'on traite d'étrangers. Vous savez que les réformes en finances publiques, les réformes majeures ont été faites sous Joseph Kabila, vous savez ça? La loi sur la pression de marché. Vous connaissez la loi de 2010. La loi de 2011, la LOFIP, qui remplace une loi de 87. C'est-à-dire nous étions en train de... Nos finances publiques fonctionnaient sur la base d'une loi de 1987. Mais la loi, là, c'est sous le régime de Joseph Kabila. La LOFIP, dont on parle beaucoup, elle est en réforme aujourd'hui. La loi organique sur la Cour des comptes, elle est promulguée en 2018. La loi sur la comptabilité publique. Moi, je parle de mon domaine que je connais bien. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que, voilà, l'étranger, là, il n'est pas étranger. Mais du côté aussi de Félix, il y a aussi de bonnes choses. Moi, j'ai cité ici, par exemple, le soutien à l'IGF,
le soutien à l'IGF, sous Jules Alinguete, était un acte positif, n'est-ce pas? Les patrouilles financières, même si elles ont été sabotées juste avant les élections, eh bien, nous avons plaidé pour qu'elles reviennent, elles sont revenues. Donc on ne peut pas non plus dire que de son côté, mais lorsqu'il commence à nous créer 70 agences autour de la présidence, n'est-ce pas? Eh bien, vraiment, il y a de quoi pleurer pour la dépense publique, comme la nouvelle agence pour gérer les deals. Et c'est justifié par quoi? Il y a un ministre des Finances, il y a le ministre du Plan, il y a le ministre du Budget, il y a le ministre des Mines, etc. Que vient faire cette nouvelle agence, comme vous le voyez là, qui ne puise même pas dans les ministères techniques. Est-ce que vous avez vu l'IGF dedans? Non. Donc c'est pour dire que je n'ai pas dit que Félix ne faisait que de mauvaises choses. Malheureusement, le pourcentage de bonnes choses est très minime. Ce dialogue national inclusif sera financé par qui et durera combien de temps? Bon, vous savez, les gens croient qu'au Congo, ce type d'expérience n'a jamais lieu. Vous venez de citer la CNS. Ça a eu lieu. Elle était financée par qui? Par le régime de Mobutu, le pouvoir public. C'est le pouvoir public qui doit chercher une paix inclusive et durable, n'est-ce pas? C'est une idée lancée par la société civile, mais cette idée doit être, les dirigeants doivent se l'approprier. Par exemple, dans les territoires occupés, Bukavu et Goma, eh bien, c'est les gens qui sont là-bas doivent financer ces dialogues. Ils doivent financer parce qu'ils dirigent cette partie. Eh bien, ils doivent les financer. Celui qui finance, c'est celui qui va également imposer son point de vue. Non, attendez, voyez un peu comment est-ce que la CNS, financée par Mobutu, a débouché par des résultats positifs au Marshall? Non. C'est ce que dit son opposant, le pire, qui a été proclamé Premier ministre. Rappelez-vous. Donc, il ne faut pas négliger la dynamique d'une affaire comme ça. Quand vous voyez, par exemple, vous pouvez lire à l'époque les rapports, parce que c'est moi qui coordonnais cette conférence. J'étais encore jeune, je devais avoir 47 ans. À l'époque, Mzee Kabila m'a fait confiance, a mis confiance et grand projet national, qui a été saboté à la fin par quelques tribalistes katangais pour dire, bon, vous voyez, Mteba, c'est un Kassayen, lui et Mbaya, Etienne font ça pour leur frère Etienne. On a travaillé avec Maître Mukenyo Amulumba, on les consultait souvent, aussi parce qu'il était un des acteurs importants de la CNS. Et donc, pour pouvoir faire, en fait, il fallait capitaliser les résultats de la CNS, là, en les intégrant dans la nouvelle dynamique. Mais malheureusement, encore une fois, c'est la politique, le tribalisme est venu empêcher la synthèse nationale. Et parmi les financements, il y avait les États-Unis d'Amérique, l'USAID. Parmi les financements, il y avait les Canadiens. Il y avait plusieurs, donc PTF, les partenaires techniques et financiers, étaient venus pour financer la conférence. Et ils l'ont fait. Le livre blanc qui sera publié. La base du programme de redressement, des programmes pour la paix durable dans ce pays, et les programmes pour le redressement économique et la reconstruction de la RDC. Il n'y aura pas de comité vérité-réconciliation à l'issue de ce dialogue? Ça fera partie certainement des choses qu'on va sortir, hein, parce que quand vous regardez les documents qui ont été publiés, il y a au moins 25 thématiques. Dans ces 25 thématiques, la thématique de la paix doit parler. Il faut un suivi pour que tout ce qui aura été dit sur la paix soit donc réalisé. Mais on ne peut pas faire la paix juste en parler à une conférence et après il n'y a rien, non. Il faut prévoir des Qui doit convoquer ce dialogue ou ce dialogue national? Qui doit convoquer? Bon, les dialogues, moi je dirais que voilà un acte patriotique que le président Félix Tshisekedi devrait faire. Il devrait convoquer ça et discuter avec la société civile de comment ça va se faire. Il devrait convoquer ça. Donc ça va côté aussi le dialogue ECC-SENCO? Non, le dialogue de la SENCO a les limites de ne voir que les acteurs politiques. Or, cette classe politique, elle a montré ses limites. Il suffit de voir aujourd'hui les tiraillements entre les deux présidents, l'honoraire et l'actuel. Moi, j'en appelle d'ailleurs à la sagesse de Joseph Kabila. Lui qui a dirigé les pays avec 4 vice-présidents et qui a montré que sur le plan politique, il pouvait être quelqu'un d'ouvert, n'est-ce pas? Moi, je lui demande d'arrêter l'aventure-là. Qu'il arrête et qu'il fasse quoi? Non, il faudra trouver un moyen maintenant qu'on organise une manière de se rencontrer entre les deux, n'est-ce pas? Qui va organiser? Les États-Unis ou l'Union africaine? Bon, maintenant, je dirais que
Je regrette que la dynamique africaine ait été sabotée pour laisser en place Doha et les deals avec les Américains. Non. Je pense que l'Union africaine peut toujours continuer à jouer un rôle important. Je pense que Lorenzo peut continuer à jouer un rôle important. Ou un autre. Mais je pense qu'ils doivent être appuyés par une dynamique nationale. C'est ce que nous proposons. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'avoir un facilitateur comme Ketumile Masire, que j'ai connu puisque j'étais à Sun City. Vous pouvez faire le facilitateur, vous, monsieur Mouteba? Mais je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des gens qui vous disent non, voilà, même en cas de dialogue, la meilleure personne qui peut être Premier ministre, c'est Florimo Mouteba. Vous l'avez suivi, Mike, non? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui me voient comme un modérateur, un bon modérateur. Pas extrémiste vis-à-vis du... Non, je suis extrémiste vis-à-vis de la prédation, des détournements. Est-ce que quand vous avez lu les documents sur les dialogues, vous y avez trouvé de l'extrémisme? Non. Là, c'est la paix. Mais on ne peut pas être, comment dirais-je, laxiste avec des gens qui détruisent le pays en se partageant des milliards, etc. Non. Il faut dire ce qu'il y a. Par exemple, les Moutanda. Vous vous rappelez, j'ai eu un... Moutamba. J'ai eu une émission avec une de vos collègues qui m'a demandé, mais prof, est-ce que vous pouvez coter les ministres de gouvernement? J'ai donné 6 à Moutamba, mais je ne le connaissais pas. Non, je ne le connaissais pas. Je voyais seulement avec son discours populiste, les états généraux de la justice. J'ai dit, tiens, il va dans le bon sens. Aujourd'hui, je lui donnerai 0. Zéro. Oui, parce que Moutamba n'a fait que être instrumentalisé par les dirigeants, les plus hauts dirigeants du pays. Et aujourd'hui, il est plongé dans une tentative de détournement. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Florimo Mouteba, le président de conseil d'administration de l'ODEP. Avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Les produits de base sont vendus de la manière suivante sur le marché. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2500 voire 3000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 000 francs et la mesurette ou sakombi coûte 2000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 70 000 francs. La mesurette ou sakombi est vendue à 2000 francs. Un sac de haricots est vendu entre 200 et 260 $ américains. La mesurette appelée Kopo varie selon la qualité des haricots. Il va de 2800 à 5000 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 56 et 66 000 francs congolais. La mesurette ou écolo est vendue entre 2500 et 4000 francs congolais, c'est selon la qualité de la semoule. Un carton de poisson salé coûte 75 $ américains et le kilo est à 30 000 francs. Un carton de chinchard de 20 kg coûte 190 000 francs congolais, le kilo est à 12 000 francs congolais. Un carton de tripes coûte actuellement 28 $ américains, il était à 25 $ américains. Un carton de poulet sans emballage coûte 28 $ américains, le poulet est à 13 500 francs congolais. Un sac de haricots varie entre 200 et 260 $ américains. Une mesurette ou copo coûte 3 500, 4 000 voire 5 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 litres coûte 136 voire 145 000 francs congolais. Celui de 5 litres coûte 32, 33 voire 34 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 voire 5 000 francs. Celle d'oseille coûte 1 000 francs. Celle des épinards coûte 2 500 voire 3 000 francs congolais. Celle des amarantes coûte 2 000 francs. Les feuilles de patates douces coûtent 1 000 francs voire 2 000 francs la botte. Un tas de fumba aux feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains coûte 3 000, 5 000 voire 10 000 francs congolais. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 et 5 000 francs. Une chikwang bateke est vendue à 1 500 voire 2 000 francs congolais. Une orange coûte 200, 300, 500 voire 1000 francs congolais. Une mandarine coûte 300 voire 500 francs congolais. Une manga épine ou manga sende est vendue à 500 voire 1000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs ou plus. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors professeur, quelques questions vont nous séparer. Affaire parc agro-industriel de Boukangalonzo, Matata Pogno condamné 10 ans de servitude pénale. C'est une condamnation logique. Si on les prend du point de vue du contexte politique, c'est une condamnation intéressée. C'est un opposant. Mais sur le plan objectif, est-ce que Matata a fait du mal au Congo par rapport à Boukangalonzo ou pas? Eh bien, il a fait du mal. Parce que moi, en tant que spécialiste des préparations, de l'exécution des projets, des suivis des projets, en tenant compte de tous ces aspects, eh bien, Matata mérite même plus que ça.
Parce qu'on parle de 280 millions. Moi, quand je vais sur le plan en 10 ans, c'est que l'économie congolaise a perdu en dehors de Bukangalozo, c'est-à-dire tout autour de Bukangalozo. Les ménages, les salaires, le personnel de Bukangalozo, les sous-traitants de Bukangalozo, l'État congolais en termes de taxes et autres. Cette analyse économique, on l'a fait souvent en tenant compte de la situation avec le projet et la situation sans le projet. On arrive à ce que nous appelons en économie les différentiels de la valeur ajoutée produite. Si on fait cette analyse économique qui va prendre au moins 10 ans, eh bien, je crois qu'on peut atteindre 1 milliard de pertes sur les effets d'entraînement du projet sur la collectivité nationale. Dans le cadre de la réduction du train des institutions, vous avez proposé la réduction du salaire du président et la réduction aussi de la taille du gouvernement. Ouais. Ça va changer quoi? Mais beaucoup. Mais 5 000 $ pour le président, c'est quand même ridicule. Non, mais attendez, vous savez combien touche, par exemple, Emmanuel Macron? 8 000 €. Dans un pays qui a plus de 2 000 milliards de PIB. Aujourd'hui, si on vous propose d'être Premier ministre, vous direz oui ou non? Si c'est le dialogue national qui me le propose, j'accepterai. Si c'est le président Tshisekedi, dans le contexte actuel? Du serait Premier ministre dans quoi? Dans quel gouvernement? Dites-moi un peu. Vous garderez votre personnalité comme critique et vous travaillerez avec non, je n'ai pas de garantie. vision. Je n'ai pas de garantie qu'ils vont me laisser travailler. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'ODEP, observatoire de la dépense publique. Professeur Florimond Mouteba, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.